Jean Bricmont, l'entretien que vous avez accordé récemment à hors-série vous a valu une violente réponse de Daniel Schneiderman. Il vous accuse, notamment, de produire des citations décontextualisées pour démontrer que la loi Guessot débouche sur des décisions arbitraires. Vous seriez, selon Schneiderman, dans une grande confusion négationniste. Il vous accuse également d'antisémitisme à propos de commentaires que vous aviez faits antérieurement. Jean Bricmont, qu'y a-t-il de si répréhensible dans vos propos pour mériter de telles accusations? Merci Sylvia Cattori de me poser cette question. Mais disons que je ne vais pas trop défendre mes propos parce que ça a été très bien fait sur le site de hors-série par la directrice, si je comprends bien, du site, Judith Bernard, et je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'elle a dit. En gros, disons que j'ai cité des extraits de mon livre, mais évidemment, je n'ai pas lu tout le livre, et je pense que Schneiderman aurait pu très bien lire le livre et voir que le contexte se trouvait dans le livre. Il est assez naturel que si on fait une émission d'une heure et demie sur un livre, évidemment, on suppose que s'il y a des questions à propos de l'émission, on va regarder dans le livre s'il n'y a pas de clarification, comment dirais-je, à propos des propos soi-disant ambigus, et je pense qu'il n'a pas fait cet effort. Et pour le reste, j'ai simplement, dans une autre vidéo, su poser la question de savoir si on pouvait se demander si les apparences de neutralité de la justice avaient été sauvées dans l'affaire Dieudonné, vu que le jugement qui avait annulé sa représentation, la représentation qui a été annulée à Nantes, c'est ça, avait été annulée par un membre unique du Conseil d'État qui était d'origine juive. Est-ce qu'on peut se poser la question? J'ai dit, est-ce que par exemple, si une décision avait été prise uniquement par un tel membre d'origine musulmane dans l'affaire des caricatures de Mahomet, est-ce que tout le monde aurait trouvé ça normal? Et il y a un autre exemple, une madame a insulté madame Taubira, elle a été condamnée pour insulte raciste en Guyane, et tout le monde a trouvé ça ridicule, moi aussi, mais personne n'a dit que c'était raciste de trouver ça ridicule. Donc je pense que c'était juste les apparences, et en fait, sur le fond, moi je ne pense même pas que le jugement dépendait des origines de la personne. Je disais, est-ce qu'on peut se poser la question? Moi, personnellement, je pense que le jugement était politique, était très scandaleux, mais que les origines de la personne qui l'a rendu n'avaient aucune espèce d'importance dans cette affaire. Je pense qu'un autre juge aurait fait la même chose, mais évidemment, je trouve que le jugement était extrêmement arbitraire. Mais je pense que ça illustre un phénomène plus général qui est l'obsession de trouver de l'antisémitisme chez les gens quand il n'y en a pas. J'ai rien dit, vous pouvez regarder tout ce que j'ai écrit, je n'ai jamais rien dit sur la religion juive, le peuple juif, les préjugés qu'on a sur rien du tout, ça m'intéresse pas. Les deux seules choses qui me font m'accuser d'antisémitisme, c'est la défense du droit international comme recherche de la paix et la liberté d'expression. Et la liberté d'expression est liée, si on veut, à la question de la recherche de la paix, parce que dans toutes les guerres, on nous dit, on est face à un monstre, etc., etc. Et si vous essayez de défendre la vérité à propos du monstre en question, vous le savez très bien vous-même pour la Syrie, immédiatement vous êtes taxé de négationnisme, etc., etc. Et donc, évidemment, le climat d'hystérie dans lequel on se trouve, de censure, renforce le climat d'hystérie dans les cas de guerre et de propagande de guerre. Et donc, la défense de la paix implique la critique de la propagande de guerre, et la critique de la propagande de guerre présuppose la liberté d'expression. Donc tous ces combats sont liés, ils n'ont rien à voir avec les juifs, ni avec Israël, ni rien du tout. Avec le sionisme, ça n'a rien à voir. C'est un truc qui j'aurais pu avoir le même problème dans la guerre de 14, avec d'autres problèmes. Donc c'est un thème tout à fait éternel, mais alors ce que je trouve extraordinaire, c'est cette volonté de chercher la petite bête chez les gens. Il aurait pu lire rien que les passages de mon livre, il aurait pu emprunter mon livre pour ne pas l'acheter auprès de la personne qui a fait l'émission, et lire juste quelques pages où j'explique en détail et je contextualise tout ce qu'on reproche. Ça n'aurait pas été la fin du monde, plutôt que de se farcir des attaques contre moi. Et donc je pense qu'il y a une volonté de trouver de l'antisémitisme. Là, il y en a pas. Je vais prendre un autre exemple. Récemment à La Rochelle, à l'université de La Rochelle, il y a eu des présentations de textes sur la liberté d'expression, parce qu'il y avait eu un conflit l'année passée à propos d'une pièce de théâtre jugée antisémite. Bon, moi j'étais pas là, j'ai pas vu la pièce, je vais pas juger, mais il y a eu toute une querelle, et alors il y a eu sur le site de la règle du jeu, donc celui de Bernard-Henri Lévy, une lettre faite par une des personnes
qui est à La Rochelle et qui critique ce spectacle, disons, sur la liberté d'expression, et qui dit, oublie-t-on que ces discours, donc des discours soi-disant antisémites, s'inscrivent dans une mouvance qui n'a pas hésité à tuer dans une école à Toulouse, dans un musée à Bruxelles et dans une cachette à Bagneux. Et alors ça c'est vraiment scandaleux, parce que c'est une façon de criminaliser des paroles. J'ai le texte qui a été lu. Le texte qui a été lu cite évidemment des passages de mon livre, il cite des passages de John Stuart Mill, etc., etc. Et tous ces textes, qui sont des textes classiques que vous trouvez chez Robespierre, chez Voltaire, etc., sur la liberté d'expression, s'inscrivent maintenant dans une mouvance qui n'a pas hésité à tuer. Donc c'est la culpabilité par association à l'état pur. Et on associe arbitrairement des délits de droit commun avec des paroles. Ce qui est bien la preuve, entre parenthèses, qu'on n'a pas d'argument contre les paroles. Parce que si on a des arguments contre les paroles, on interdirait les paroles. Mais pour interdire les paroles, on les assimile à des actions. Ce qui est tout à fait logique, c'est-à-dire si quelqu'un a un revolver sur votre temple et que je dis tire, c'est pas couvert par la liberté d'expression. Ça, tout le monde est d'accord. Mais évidemment, associer des assassinats d'enfants par des gens qui probablement n'ont jamais entendu parler de moi, je voudrais bien voir si maintenant il est mort, mais je veux dire, si on demande au tueur du musée juif de Bruxelles s'il sait qui est Jean Bricmont, je serais très étonné qu'il sache qui est Jean Bricmont, ou qu'il sache qui est John Stuart Mill, ou qu'il sache même, bon. Et donc, je veux dire, ou Russell, ou je sais pas, ou Chomsky. Et donc, je veux dire, c'est vraiment inouï d'en arriver à un point où on criminalise non pas seulement les paroles, mais même la défense de la liberté d'expression, même les principes. En Allemagne nazie, par exemple, je le sais parce que je connais l'histoire de la physique en Allemagne nazie, il y avait une censure vis-à-vis de la physique juive, mais malgré tout, il y a des gens qui ont défendu la physique d'Einstein en Allemagne nazie. Il y avait des discussions sur ce qui était permis et ce qui n'était pas permis. Ici, la discussion sur ce qui est permis et pas permis, même le fait de discuter de la loi Guesso, des lois mémorielles, tous ces trucs-là, même ça est criminalisé par culpabilité par association avec des assassins qui ne savent pas qu'on existe. C'est quand même extraordinaire. Et donc, je veux dire, il y a un espèce de fanatisme, et c'est ça ce que je n'aime pas, qui est lié évidemment au fanatisme de la propagande de guerre et le fanatisme de la mobilisation en faveur des guerres. Les deux sont liés. Et ça, je n'aime pas le fanatisme. On a encore le droit de ne pas aimer le fanatisme. Voltaire n'aime pas le fanatisme. Il me semble que ça devrait être légitime. Et un espèce de fanatisme qui fait que non seulement on cherche la petite bête, mais en plus, on accuse les gens absolument de façon insensée. Et ça, c'est ce que je reproche. Et mon cas particulier n'est une note en bas de page. On viendra à la question suivante, mais il y a des tas d'autres personnes qui sont attaquées pour antisémitisme, extrême droite, rouge-brun, etc., etc. Bien, alors c'est là votre réponse aux reproches de Daniel Schneiderman. Oui, mais je ne veux pas répondre en détail pour me justifier. Je dis que ça a été très bien fait par Judith Bernard, donc je ne vais pas revenir là-dessus, quoi. Bien, mais tout de même, il semble qu'en France, plus qu'ailleurs, la liste de ceux qui se voient étiquetés rouge-brun, antisémites, traînés dans la boue, écartés du débat public, elle n'en finit pas de s'allonger. Au-delà de leurs opinions très diverses, qu'ont-ils en commun tous ces gens qui expliqueraient l'acharnement dont ils sont l'objet et pour qui en quoi représenteraient-ils une menace? Oui, c'est une question que je me suis souvent posée en fait. Parce que souvent on dit « Ah, mais c'est des gens qui critiquent Israël ». Mais j'ai fait une liste un peu longue, je vais la lire en vitesse, de personnalités. Elle est absolument pas exhaustive, je l'ai faite un peu au hasard en prenant des noms dans mon livre. Mais je vais la faire, voilà, François Asselineau, Paul-Éric Blanc-Rue, Noam Chomsky, Étienne Chouard, Dieudonné, Nicolas Dupont-Aignan, Robert Forisson, Roger Garaudy, Bruno Gollnisch, Stéphane Hessel, Jean-Marie Le Pen, Daniel Mermet, Edgar Morin, Christophe Oberlin, l'abbé Pierre Siné, Alain Soral, Éric Zemmour, évidemment vous-même et moi-même. J'ai fait une liste, comme ça un peu au hasard, une liste à l'après-vert, de gens qui vont de l'extrême droite à l'extrême gauche, de gens qui sont de toutes tendances philosophiques, etc., etc. Et je vois que toutes ces personnes ont été à un moment donné marginalisées, diabolisées, privées de salles, condamnées légalement, etc. Ça dépend des gens, je ne vais pas faire les détails. Et c'est toujours la même chose, bien sûr, antisémite, mais rouge-brun, fasciste, extrême droite, etc., etc. Et ces accusations reviennent tout le temps pour marginaliser des gens qui ont qui n'ont, pour autant que je puisse faire, frappé personne et qui ont exprimé des opinions. Je ne parle pas de gens qui ont commis des crimes, de nouveau, ça c'est une autre question. Et donc, c'est assez spectaculaire parce que j'ai l'impression que ça enferme la pensée. Parce que tous ces gens de Chomsky à Gollnisch ne peuvent pas être tous dans la même catégorie. Ils n'ont rien de commun, disons philosophiquement, politiquement, etc. Et alors, on se dit qu'est-ce qui est le socle de ces attaques? Qu'est-ce qui unit les gens qui les attaquent? Parce que bon, c'est pas uniquement la Palestine, il y en a un certain nombre, mais par exemple François Asselineau, Dupont-Aignan,
à ma connaissance, ils ne disent pas grand-chose sur la Palestine, ils sont probablement pour le droit international, mais c'est pas leur combat. Étienne Chouard, c'est aussi autre chose. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose d'autre que la question de la Palestine ou des lobbies juifs ou sionistes, ou appelez ça comme vous voulez, mais je veux dire, il y a autre chose. Alors, ce qu'il y a d'autre, à mon avis, ce qui est fondamental, c'est la question de l'autonomie. Et je pense, ou de l'autodétermination, de la souveraineté. C'est-à-dire, il y a, au niveau individuel, j'ai déjà dit dans une vidéo, la souveraineté, c'est-à-dire, c'est moi qui décide si j'ai envie de lire Forisson ou pas, c'est pas la police, c'est moi qui décide si j'ai envie de voir Dieudonné ou pas, c'est pas la police, etc. Ça, c'est la défense de la liberté d'expression. Et la souveraineté au niveau national, c'est, au niveau d'une communauté, en tout cas, c'est de pouvoir décider démocratiquement à l'intérieur de la communauté, qui, bien sûr, doit être historiquement constituée et pas mondiale, parce que ça, c'est utopique à l'époque actuelle, dans ces communautés historiquement constituées, de décider démocratiquement de notre politique économique, de notre politique étrangère, etc. Or, toute l'évolution du monde contemporain va vers une dépossession de la souveraineté et le transfert de compétences vers ce qu'on peut appeler l'empire, bien que ce n'est pas un empire au sens d'empire romain, mais ce qui est, si on veut, les États-Unis, l'OTAN, mais pas le peuple américain, je veux dire les instances dirigeantes américaines, l'OTAN, l'Union européenne, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, etc. Et il y a une perte, si vous voulez, très très forte de démocratie, à la fois dans l'homogénéisation du discours, le politiquement correct, l'homogénéisation des médias, etc., etc. Et donc, on a une perte de l'autonomie, si vous voulez, au niveau individuel, de la parole, et aussi au niveau collectif, de l'autodétermination des peuples ou des États. Et alors, on est dans une situation où on a la combinaison, je vais dire, de l'empire et du tribalisme, ce qui était déjà la recette, si vous voulez, d'empire du passé, c'est-à-dire vous avez un empire, alors dans leur coin, les gens peuvent s'occuper de ce qu'ils veulent, de religion, de mariage pour tous, je ne sais pas quoi, et ils peuvent se disputer là-dessus, plus ils se disputent là-dessus, mieux ça vaut, mais les grandes options politiques, économiques, la politique étrangère, les guerres, et évidemment la monnaie, etc., tout ça, ça a disparu. Vous êtes dans un pays qui échappe à cette règle, et qui, à mon avis, s'en porte pas plus mal, enfin, qui échappe, la Suisse qui échappe jusqu'à un certain point, en tout cas qui essaye d'échapper, et j'approuve, même si j'ai jamais été, comment dirais-je, je ne sais pas si j'aimerais beaucoup vivre en Suisse si je vis en Suisse, mais j'approuve en tout cas la démarche politique de la Suisse qui cherche, enfin des Suisses en tout cas, qui cherchent à préserver leur autonomie, parce que sinon, effectivement, on va vers un monde qui est le tribalisme plus l'empire et le tribalisme. Et au Moyen-Orient, on se trouve dans une situation où on a toutes les horreurs du tribalisme, on a détruit les États-nations, on a toutes les horreurs du tribalisme, et d'une certaine façon, l'empire voudrait bien gérer cela. On a aussi ça maintenant dans l'intervention en Ukraine, et peut-être c'est ce qu'ils essayent de faire en Chine, je ne sais pas. Mais c'est vraiment, je pense que c'est ça le fond du problème. Et alors il y a tragiquement une bonne partie de la gauche qui, au nom d'un internationalisme mal compris, qui n'est pas basé sur une solidarité entre mouvements ancrés dans des États-nations, mais dans une espèce d'idée d'un monde sans frontières qui est irréaliste à court terme ou à terme prévisible, veut absolument imposer cette conception et par conséquent considère comme suspect, parce que ça c'est le mot qu'ils adorent, suspect, malodorant, etc., tout ce qui se raccroche à la souveraineté nationale ou la souveraineté individuelle ou la liberté d'expression, etc. Moi j'en fais l'expérience. Souvent je suis considéré comme suspect ou comme rouge-point, etc., alors que j'ai rien à voir avec j'ai aucune sympathie ni pour le cléricalisme, ni pour la féodalité, ni pour le fascisme, rien du tout, c'est pas ça la question. Mais les thèmes classiques, en fait, des thèmes comme la liberté d'expression, je trouve ça assez surréaliste que la liberté d'expression, c'est devenu une notion d'extrême droite. Est-ce que Hitler, Mussolini, Pétain, Franco, etc., étaient réellement pour la liberté d'expression? Est-ce que la recherche de la paix, c'était aussi une caractéristique de ces gens-là? Est-ce que, je comprends pas comment est-ce qu'on peut faire un retournement de situation au point où ces notions de défense de la souveraineté nationale et par conséquent du droit international et comme seule façon de défendre la paix sont devenues des notions d'extrême droite. C'est assez surréaliste. Mais néanmoins, une bonne partie de la gauche rentre là-dedans. Et je pense que c'est une erreur totale de la part de la gauche, mais c'est aussi une erreur tout court. C'est pas seulement la gauche. Et donc, c'est ça c'est la seule chose que je vois de commun à tous ces gens, parce que, et c'est pour ça que j'ai fait une liste, je pense qu'on pourrait allonger la liste, mais tous les gens qu'on mettrait dans la machine à diaboliser, ils rentrent toujours dans ce truc qui sort du cadre de la construction européenne, de l'OTAN, des guerres humanitaires, la censure, etc., du politiquement correct, etc. Et ça, c'est en ça que je vois la classe de gens qui, bien que n'ayant rien en commun autre que cela,
est mis dans la machine à diaboliser. Et c'est comme ça que fonctionne, c'est à ça que sert, ou c'est ça la logique, on va dire, de la machine à diaboliser. C'est de supprimer l'autonomie à la fois des individus, des nations et des peuples. Et je trouve ça très bizarre parce qu'après tout, au XXe siècle, la plus grande partie des luttes progressistes ont été des luttes de décolonisation, c'était des luttes pour l'indépendance, pour la souveraineté des peuples. La lutte contre le fascisme a été une lutte de libération nationale. En Amérique latine, tous les pays progressistes veulent s'autonomiser par rapport aux États-Unis. Je veux dire, c'est très étonnant. Les Noirs en Afrique du Sud se sont battus pour récupérer leur autonomie par rapport au pouvoir des Blancs. Les luttes antiracistes aussi étaient de ce type-là. Enfin, plein de luttes dont on doit bien reconnaître qu'elles étaient progressistes dans le passé sont maintenant considérées comme d'extrême droite à partir du moment où on a cette vision d'un monde globalisé, parce que ça c'est sympa, il n'y aura pas de frontières et tout ça. Oui, mais il n'y a pas de frontières, mais minute, il y aura quoi? Quelles institutions? Qui va représenter qui? Où sera la démocratie? C'est ça la question. Ça, c'est la question à laquelle ils répondent pas. Et alors, tout ce qu'ils savent faire, c'est insulter, diaboliser, chercher sur les sites, il n'y a pas un lien à l'autre site, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai un ami en Angleterre que j'ai rencontré, Neil Clark, il s'appelle. Il a été attaqué parce que sur son site, il y avait un lien à un site, et sur cet autre site, il y avait un lien à un site qui disait que la princesse Diana avait été assassinée par, je sais pas, par les services secrets ou je sais pas quoi. Hop, machine à diaboliser. Je veux dire, on cherche vraiment la petite bête, on cherche toujours la petite bête, on cherche toujours à mésinterpréter les propos. Par exemple, moi j'ai toujours des propos, on me dit ils sont ambigus, mais pourquoi on ne me pose pas la question là? Pourquoi personne, vous me faites une interview, moi je viens faire une interview avec d'autres personnes. Ils n'ont qu'à me demander d'expliquer les propos qui sont soi-disant ambigus. Pourquoi Schneiderman ne me demande pas d'expliquer ce qui n'est pas clair dans mon livre? Pourquoi il n'est pas regardé dans mon livre? Je veux dire, c'est tellement simple. Si on n'est pas pris dans cette mentalité guerrière, qui est la même évidemment, qui permet alors on passe à une échelle supérieure, à diaboliser le Hamas, le Hezbollah, Assad, enfin tous les méchants du moment, Poutine, etc. Alors là, évidemment, on est dans le délire complet, mais même au niveau hexagonal, disons au niveau de la Belgique et de la Suisse, on a des gens qui sont, par exemple en Belgique, il y a Olivier Moukouna aussi que j'ai pas mentionné, qui passe dans la machine à diaboliser, où on cherche vraiment la petite bête, les gens se sentent vraiment une mission sacrée, exactement comme les curés dans le temps, ou peut-être les imams dans les pays musulmans, vont essayer de trouver la petite phrase qui montre qu'on a face à un impie, et un mal-pensant, et un mécréant, etc. Et tout ça, c'est religieux, je suis désolé, moi je suis pas d'accord avec cette façon de procéder. Je suis un libre penseur. Bien. Vous répondez aux attaques et à nos questions avec un certain panache. Le climat de terreur intellectuelle qui règne ne semble pas vous atteindre. Ben, écoutez, il m'atteindrait si j'avais 20 ans, si je cherchais du boulot, mais j'ai la chance de ne pas être dans cette situation. Moi, je ne prétends pas être un héros. Moi, je dis aux gens, même les gens qui me connaissent, je dis, tu dis que tu me connais pas, tu peux me nier, me dire que tu ne m'as jamais vu, etc. Moi, je m'en fous parce que je sais très bien comment ça marche. Je veux dire, si les gens cherchent du boulot, si moi je cherchais du boulot, enfin, ça dépend où, en physique c'est un peu différent, mais je veux dire, dans certaines professions, je sais bien que j'aurais sans doute des problèmes, et je vois bien qu'on m'a annulé des conférences, on m'a chassé de la fête de l'humanité, ce que je trouve vraiment ridicule, on m'a annulé des conférences à certains endroits, mais vous-même, vous savez que quand je suis venu en Suisse, plein de gens voulaient éviter que je parle, donc c'est de la ridicule achevée, mais évidemment, j'aurais jamais trouvé quelque chose. Qu'est-ce que j'ai dit? À part m'assimiler à des assassins, moi j'ai jamais rien, parce que j'ai fait en liberté d'expression. Je veux dire, c'est quand même, c'est tellement, le problème c'est que toutes ces accusations sont ridicules. Je suis même irrité quand les gens s'en défendent, parce qu'il faut rire de ça. Il faut rire de ça comme Rabelais, il faut rire comme Voltaire, comme on se moquait du cléricalisme, de l'obscurantisme, etc. C'est de l'obscurantisme. Et c'est quelque chose contre lequel il faut se révolter, et je ne comprends pas pourquoi tant de gens sont là, mais c'est pas moi, je suis pas antisémite, c'est le voisin, c'est pas moi, j'ai une tante qui a combattu le fascisme, etc., etc. C'est ridicule. C'est ridicule. Je veux dire, et c'est vraiment irritant que ça bloque une bonne partie de la réflexion sur la construction européenne, mais aussi sur les guerres, tout ça. Vous pouvez pas discuter de ça après 5 minutes, vous parle de Pétain, Hitler, ils sont morts, personne ne veut les ressusciter, c'est pas ça. C'est pas l'objet du débat. Le débat, c'est, est-ce qu'on va faire quelque chose en bombardant la Syrie, etc. Ça, c'est la question. Hitler, il répond pas à cette question. Et ça, c'est tout le problème. Et les discussions rationnelles sur ces questions-là sont impossibles psychologiquement à cause du terrorisme intellectuel dans lequel on vit.
Ça, c'est le problème. Et donc, je veux combattre ce terrorisme. Et heureusement, pour l'instant, en tout cas, peut-être qu'il va m'arriver des ennuis plus tard, mais pour l'instant, j'ai une situation, on va dire, matérielle ou concrète, où je ne risque pas grand-chose. Mais ça peut changer demain, j'en sais rien. Mais pour l'instant, ça va. Et donc, tant que je n'ai pas tant que c'est des insultes, des trucs sur des sites web, des machines, il y a des machines comme ça. À mon avis, il y a des robots comme ça qui mettent tout de suite. Il y a Étienne Chouard, par exemple, il a dit du bien de l'émission que j'ai fait avec ce site-là, hors série. Et immédiatement, il y a quelqu'un qui dit, oui, Jean Brignon, il est particulièrement réactionnaire en matière sociétale, antiféministe, homophobe. Bon, en général, on me reproche d'être trop favorable au féminisme et aux homosexuels, mais bon, c'est des machines à diaboliser, comme ça, et ça va automatiquement sur les sites, je sais pas qui fait ça. Et bon, il y a des sites antifascistes, je me suis retrouvé, je ne sais combien de fois sur les sites antifascistes, ça change tout le temps de nom, et c'est toujours le même baratin, c'est toujours les mêmes associations, le truc j'ai rencontré un tel, j'ai parlé à un tel, oui, je parle à tout le monde, même à vous, vous voyez, donc... Voilà, je ne fais pas partie des gens fréquentables pour vous. Mais si, bien sûr, mais je plaisante, mais je veux dire, les trotskistes, le LPR n'a qu'à m'interviewer s'ils veulent, moi je veux bien leur répondre. Pourquoi l'alternative libertaire ne discute pas ils pourraient discuter de mon livre, les anarchistes, ils pourraient, je veux dire, ils le font pas, ils sont pas obligés de le faire, je force à personne de le faire, mais je répondrai à leurs questions tout autant, et à leurs objections, s'ils ont des objections. Mais, curieusement, il y a jamais, je remarque que, moi j'ai rarement eu, en fait, j'ai eu des débats avec des gens qui n'étaient pas d'accord, mais, alors, souvent, pas tellement dans les gens qui se disent de gauche, tous ces gens qui utilisent la machine à diaboliser, ils refusent en général les débats. Chaque fois qu'on leur propose un débat, ils disent non, ça va pas, j'ai dentiste, j'ai piscine, non, ça va pas. Et c'est toujours la même chose. Et c'est comme ça avec les autres qui sont dans la machine à diaboliser, il n'y a pas que moi. Ils vont jamais débattre avec les... Alors ça c'est il y a Michel Collomb aussi en Belgique, que j'ai oublié de mentionner, j'ai mentionné des Français surtout, mais bon, je veux dire, il y a plein de gens qui sont très... Et tous ces gens sont très différents. Bien, Jean Bricmont, on arrive au terme de cet entretien. Je vous remercie infiniment. Sylvia Cattori, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.